Bonjour à tous, on va voir la correction du concours d'action Master GFCF au titre de l'année 2023-2024. Donc, se forme d'un QCM. Le système c'est canadien. Donc, la première question, un concessionnaire de camions a acheté un lot de 20 camionnettes dont une sera gardée pour les livraisons rapides du concessionnaire lui-même. Les 19 camionnettes doivent être enregistrées dans le compte. Donc, cette question, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais c'est inversé. Donc maintenant, l'enregistrement concerne les 19 camionnettes. Donc pour ce concessionnaire qui est un revendeur, il achète des camions et les revend. Donc pour lui, la camionnette gardée, c'est une immobilisation pour lui. Mais les 19 camionnettes, c'est comme un achat de marchandises. Donc, pour cette question, la bonne réponse, c'est D. La question numéro 2. D'après le CGNC, le Code général de la normalisation comptable, les 5 documents de synthèse, bien sûr, qui représentent les outputs du processus comptable, sont le bilan, CPC, euh, le tableau de financement, le ESG et l'éthique. Donc la bonne réponse est C. Le journal pour la première proposition et le grand livre et la balance, ce sont des documents comptables et ne sont pas des documents de synthèse. La même chose pour la deuxième proposition et la même chose pour la dernière proposition. Pour la question numéro 3, lequel de ces ratios mesure la solvabilité d'une entreprise? Donc la solvabilité, tout simplement, c'est la capacité de l'entreprise à régler, à faire face à ses dettes. Donc le ratio de rotation des stocks n'a rien à voir avec la solvabilité. Le ratio cours sur le bénéfice, le ratio de marge brute, la même chose. Donc la bonne réponse est B. La question numéro 4. Les immobilisations financières sont inscrites au bilan à leur coût d'achat, leurs frais d'achat, leur valeur nominale, leur valeur d'achat. Donc, pour cette question, je voudrais apporter une précision, c'est que dans la rubrique immobilisation financière, donc on a plusieurs éléments. On a les créances immobilisées et on a les titres de participation. Donc pour les créances immobilisées, sont enregistrées avec leur valeur nominale. Mais pour les titres de participation, c'est le coût d'achat. Pour moi, il y a, parce que, comme je viens de vous dire, les immobilisations financières, dedans, on a plusieurs éléments. Donc, je garde pour cette question A, le coût d'achat. Mais pour les créances immobilisées, c'est la valeur nominale. La question numéro 5. Les avances versées sur l'achat des marchandises sont comptabilisées par mai. C'est-à-dire, lorsque une entreprise achète ou bien achète une marchandise, qu'est-ce qu'elle fait? Parfois, elle fait des avances. Elle verse des avances à son fournisseur. Dans ce cas-là, au moment du paiement ou bien au moment de versement des avances, il n'y a pas de contrepartie de la part du fournisseur. Donc, au moment de ce versement, pour le client, il s'agit d'un versement sans contrepartie. C'est-à-dire, c'est comme une créance. Et pour le fournisseur, il s'agit d'un encaissement sans contrepartie. C'est comme une dette. Donc, pour le fournisseur, c'est une dette. Et pour le client, c'est une créance. Puisque ici, on parle d'un client,
Donc pour lui, c'est une créance vis-à-vis envers ou bien vis-à-vis du fournisseur. Donc cette créance va figurer parmi les créances de l'actif circulant. Donc la bonne réponse c'est A. Ce n'est pas une dette. Je viens de vous expliquer pourquoi. C'est une dette pour le fournisseur, c'est pas pour le client. C'est pas une créance de l'actif immobilisé parce que on parle d'un achat de marchandises, ce n'est pas un investissement. Les dettes de financement non plus, c'est pas juste. La question numéro 6. Parmi les économistes suivants qui a introduit la loi des débouchés, l'offre crée sa propre demande. Donc euh, cette loi est introduite par ce qu'on appelle le John Baptist Say. Donc ça c'est l'économiste qui a introduit cette loi-là, c'est-à-dire que l'offre crée sa propre demande. C'est-à-dire chaque produit qui circule, sa valeur est versée aux différents facteurs de production, par exemple les salariés. Et en contrepartie, il donne à ces salariés-là la possibilité ou bien la capacité d'acheter d'autres produits. La question numéro 7. Les écarts de conversion actifs représentent toujours un écart de conversion, que ça soit actif ou bien passif. Il s'agit de quelque chose qui est probable. C'est-à-dire lorsqu'on a une opération labellée en devise qui est à crédit, au moment de l'enregistrement initial, on doit convertir selon le cours sur la base du cours de change de la date de l'opération. Mais à la fin de l'exercice, on doit recomparer ou bien on doit comparer le cours de change à la fin de l'exercice avec celui de la date celui de la date d'opération. Et bien sûr, on va avoir soit des fluctuations favorables ou bien défavorables. Donc on aura soit un gain qui est latent ou bien une perte qui est latente. Pour les écarts de conversion actifs, c'est une perte qui est latente. Et pour les écarts de conversion passifs, c'est un gain latent. Donc pour cette question, la bonne réponse c'est C. C'est une perte qui est latente. C'est-à-dire soit يكون عندي une diminution de créances ou bien une augmentation de dette. Les deux représentent une perte qui est latente. Ce n'est pas, c'est-à-dire une perte qui est probable. La question numéro 8. Les actifs fictifs sont dénommés par le plan comptable marocain charge externe, immobilisation en non-valeur, immobilisation incorporelle ou bien les actifs immatériels. Donc, la classe 2, actifs immobilisés, on a plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est ce qu'on appelle les immobilisations en non-valeur et qui désigne les actifs fictifs, c'est-à-dire des charges qui sont supportées par l'entreprise et qui concernent plusieurs exercices. C'est le cas, par exemple, des frais préliminaires, comme les frais de publicité, comme les frais de constitution. Et on a des charges à répartir sur plusieurs exercices, comme c'est le cas des primes de remboursement des obligations. C'est comme ce qu'on appelle des charges supportées pour l'acquisition des immobilisations. Donc pour cette question, c'est B. La question numéro 9. L'étude des choix individuels des ménages entreprises relève. Donc les choix individuels, leur étude fait partie de la microéconomie. C'est-à-dire par exemple les ménages, les consommateurs, comment choisissent leurs produits. La question numéro 10. L'utilité totale du consommateur est maximale lorsque
je vais vous expliquer d'abord c'est quoi l'utilité totale. C'est tout simplement l'utilité que le consommateur tire de la consommation d'un produit ou bien un service. Je consomme un produit ou bien je consomme un service, je perçois, si vous voulez, une utilité. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle l'utilité totale. Mais il y a une autre notion qui est l'utilité marginale. C'est quoi l'utilité marginale? C'est tout simplement l'utilité que procure la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien ou bien d'un service. C'est par exemple, je consomme 3 ou bien 4 pommes. Si j'ajoute une unité supplémentaire, ça donne une utilité marginale. Donc l'utilité totale, c'est tout simplement la sommation des utilités marginales. Et comme vous le savez, l'utilité marginale, c'est une utilité qui est décroissante. Si je consomme une pomme pour la première, c'est-à-dire une première unité, donc je vais avoir une utilité X. Par la suite, si j'ajoute une autre unité, l'utilité va être moins importante que la première. C'est tout à fait logique. Donc, l'utilité marginale, c'est toujours décroissante. Maintenant, quand est-ce que cette utilité totale devient maximale? C'est tout simplement lorsque l'utilité marginale devient nulle. Parce que l'utilité marginale peut devenir négative. Dans ce cas, va impacter défavorablement l'utilité totale. Donc, on atteint le maximum lorsque l'utilité marginale devient nulle. D'accord? Donc, pour cette question, la bonne réponse c'est D. La question 11. Quelle est la condition qui ne correspond pas à un marché CPP, c'est-à-dire concurrence pure et parfaite? Donc, d'après la théorie, il y a 5 conditions, d'accord, ou bien des hypothèses qui sont nécessaires pour que le marché soit avec une concurrence qui est dite pure et parfaite. Donc, la première des choses, c'est ce qu'on appelle l'atomicité des agents. Donc, c'est une condition, c'est une première condition. Qu'est-ce qu'elle signifie? Tout simplement, elle signifie que les agents économiques dans ce marché-là doivent être nombreux, d'accord? Doivent être nombreux et personne n'a le pouvoir ou bien la capacité pour influencer les autres agents économiques ou bien n'a pas la capacité pour perturber le marché. La deuxième hypothèse ou bien la deuxième condition, c'est l'homogénéité des produits, c'est-à-dire que les agents économiques n'arrivent pas à distinguer ou bien à faire la différence entre les produits. D'accord? Il y a d'autres, bien sûr, conditions, c'est tout simplement ce qu'on appelle la mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire des salariés peuvent se déplacer dans le marché de manière qui est libre et fluide. Il y a également d'autres bien sûr. Pour la quatrième hypothèse ou bien condition, c'est tout simplement la transparence de l'information, c'est-à-dire que les informations sur les produits et sur le marché de manière générale sont disponibles pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la transparence de l'information. Et la dernière condition, c'est qu'il n'y a pas de barrière, ou bien il y a une fluidité et une libre entrée et sortie du marché pour les firmes. Il n'y a pas de barrière. Donc, si on voit les propositions اللي عطاونا هنايا كنلقاو بأنه l'atomicité des agents c'est une condition, l'homogénéité des produits aussi c'est une condition, mais C et D sont les deux
les deux ne représentent pas des conditions. C'est l'inverse. Ici, c'est la libre circulation des facteurs de production. C'est ce qu'on appelle la mobilité, c'est pas immobilité. Et pour D, la même chose, c'est l'inverse. Il n'y a pas de barrière. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas une seule réponse, mais il y en a deux. Donc, c'est l'immobilité et les barrières. Peut-être si on relie les consignes, on a une seule réponse qui est juste. À chacune des questions correspond une seule réponse juste. Mais comme je viens de vous expliquer, pour cette question, les deux réponses sont justes. Peut-être c'est une erreur dans la formulation des propositions. La question numéro 12. Effet Giffen exprime. Donc, c'est une notion qui est très importante. Il y a l'effet Giffen et il y a l'effet Veblen. C'est tout simplement les deux effets représentent une dérogation à la loi normale de l'offre et de la demande. Normalement, lorsque le prix d'un bien augmente, la demande diminue. C'est une relation qui est inverse entre la demande et le prix. Si le prix augmente, la demande diminue et inversement. Alors que pour l'effet Giffen, c'est une exception et qui concerne les produits de première nécessité, c'est-à-dire les biens, même si leur prix augmente, la demande augmente aussi. Pourquoi? Parce que c'est un bien de première nécessité et l'agent consacre plus d'argent pour acheter ce bien parce qu'il est nécessaire. L'effet Veblen, ça concerne, c'est pas les biens ou bien les produits inférieurs, mais plutôt les produits supérieurs, c'est-à-dire les produits et les biens de luxe. Même, c'est-à-dire que lorsque le prix augmente, la demande augmente aussi. Pourquoi? Parce que ça est expliqué par, si vous voulez, que le consommateur de ces biens de luxe cherche à avoir, si vous voulez, un rang dans la classe ou bien le classement social. Lorsque un bien, son prix augmente, ça signifie pour ces personnes-là ce prêt ou bien ce bien leur donne une classe sociale qui est plus supérieure aux autres. Donc, l'effet Giffen concerne les produits de première nécessité et l'effet Veblen concerne les produits et les biens de luxe. Donc, pour cette question, la bonne réponse, la demande d'un bien inférieur augmente lorsque le prix de ce bien augmente. Donc, la bonne réponse, c'est B. La question numéro 13. Qu'est-ce qu'un besoin primaire? C'est un produit agricole? Non. Un service? Non. Un sentiment de privation nécessaire à la survie? Oui, c'est ça. La question numéro 14. Choisir parmi les éléments suivants l'élément qui ne constitue pas une charge. Donc, une charge représente quoi? En fait, représente un appauvrissement pour l'entreprise. Donc, on va lire chaque proposition et on va l'analyser. L'achat d'une machine destinée à la vente. L'achat d'un palmier pour le jardin, frais de formation du personnel et redevances payées pour exploitation de brevets. Donc, l'achat d'une machine destinée à la vente. Donc, pour moi, ça concerne le cycle d'exploitation. J'ai acheté une machine pour la revendre. Donc, pour moi, c'est une charge. Alors que la question qui ne constitue pas, c'est la négation, donc c'est l'inverse.
Les frais de formation du personnel aussi, c'est une charge. Redevance payée pour exploitation de brevets, c'est une charge. L'achat d'un palmier pour le jardin, ça, ce n'est pas vraiment une charge parce que va rester durablement dans l'entreprise. Donc ça ne constitue pas une charge, c'est un investissement. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là et on va voir la suite, Inch'Allah, prochainement.